C'est-à-dire, il y a toujours une hiérarchie interne. C'est clair, par exemple, que tous les terroristes qui sont membres du Fatah sont sous le contrôle de Marwan Barghouti. Moi, personnellement, j'ai rencontré Barghouti dans la prison il y a, je crois, 10 ans, avec une délégation internationale, et on voit clairement qu'il est présenté par les autorités et par les prisonniers comme le dirigeant. Comme je vous l'annonçais dans la présentation de ces heures d'actualité, d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bon 14 à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes un expert du Centre de lutte antiterroriste au sein de l'université de Reichmann, l'université Reichmann de Tel Aviv, de Herzliya, pardon. Et avec vous, je voudrais revenir sur ces déclarations, on va dire, tout à fait surprenantes, et malheureusement, on en a déjà parlé il y a de cela quelques années, mais je voudrais justement faire le point avec vous sur ce qui se passe dans les prisons israéliennes par rapport aux détenus palestiniens. J'ai cité tout à l'heure dans le premier journal d'information les déclarations de Karim Younes, qui a été condamné à la réclusion à 40 ans de détention et qui a été libéré il y a quelques semaines de cela, après avoir donc été tenu pour reconnu coupable de l'assassinat d'un soldat israélien au début des années 80. Et Karim Younes, lui, affirme que grâce à une direction unifiée des prisonniers palestiniens à l'intérieur des maisons d'arrêt israéliennes, eh bien, il a réussi à faire de ces maisons d'arrêt des universités, des collèges où les prisonniers palestiniens ont réussi à suivre des études supérieures par correspondance. Il a lui-même publié 2 livres durant sa détention, et il a même révélé que Marwan Barghouti, qui purge une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat de 5 Israéliens durant l'intifada, était son enseignant lors du master universitaire qu'il a passé derrière les barreaux. Et il a même dit, de facto, nos gardiens étaient, eux, devenus nos propres prisonniers. Comme si, d'une certaine manière, c'était les prisonniers qui réglaient ce qui se passait à l'intérieur des prisons israéliennes. Tout cela, ça peut paraître surprenant. Est-ce que c'est la réalité, effectivement, dans les prisons israéliennes, ou c'est une réalité qui a changé, peut-être ? Non, je crois qu'il est exagéré clairement, parce que si c'était si bien, pourquoi laisser la prison ? Au contraire, les prisonniers palestiniens se plaignent tout le temps. Il y a des pressions tant sur le plan politique et aussi sur le plan international pour leur situation. Mais c'est vrai que jusqu'il y a quelques ans, on pouvait faire un degré académique, mais cela a été il y a plusieurs années. Ça n'existe plus aujourd'hui. Le problème de le financement de l'autorité palestinienne, qui permet aux prisonniers palestiniens terroristes de recevoir une cantine, c'est-à-dire de voir à manger plus librement ce qu'ils veulent. Et ils se sont organisés selon les organisations terroristes à qui ils appartiennent, tant parce que les autorités souhaitent cette situation, qu'il y ait, disons, des prisons où il y a la majorité de Hamas ou de Fatah, mais aussi parce que les autres organisations, les organisations ne veulent pas que leurs membres soient recrutés par des autres organisations. Il y a le problème de la densité. Dernièrement, je crois la dernière année, on a vu presque 2000 nouveaux prisonniers à cause de la situation beaucoup plus de la violence dans la Cisjordanie. Et donc, le service de prison israélien, le service pénitentiaire, depuis des années, a des difficultés à contrôler cette situation. Il n'y a pas suffisamment de place pour les plus de 4500 prisonniers qui sont actuellement sur place. Il y a eu la tentative d'évasion réussie, qui a aussi influencé et qui a montré que la prison de Gilboa, de contrôle dans certaines prisons. Et il y a le fait que, selon le service de sécurité israélien, certaines organisations, surtout le Hamas, tentent d'organiser des opérations terroristes à partir des prisons. Et cela met en danger beaucoup de fois la vie des citoyens israéliens. Il y a un problème, par exemple, la contrebande de téléphones. On a vu même il y a quelques années un député israélien d'origine arabe
qui a fait la contrebande je crois, 12 ou 20 téléphones dans la prison. Et il a été d'ailleurs mis en jugement, il a été, je crois, condamné à 2 ans de prison. C'est une situation, je crois, généralement très difficile. Alors, on a l'impression, Élie, on a l'impression, dites-moi si je me trompe, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de collaboration avec l'administration pénitentiaire entre la direction, on va dire la direction des prisonniers palestiniens, que ce soit du Hamas ou du Fatah, et l'administration palestinienne et l'administration pénitentiaire israélienne. On a l'impression que l'administration pénitentiaire a intérêt à ce qu'il y ait une sorte de direction des prisonniers palestiniens, que même celle-ci soit puissante, qu'elle puisse avoir des pouvoirs. Est-ce que je me trompe quand je parle comme ça ? Écoutez, cette situation, c'est dans tous les prisons où il y a des prisonniers politiques ou des prisonniers de terroristes. C'est-à-dire, il y a toujours une hiérarchie interne. C'est clair, par exemple, que tous les terroristes qui sont membres du Fatah sont sous le contrôle de Marwan Barghouti. Moi, personnellement, j'ai rencontré Barghouti dans la prison il y a, je crois, 10 ans avec une délégation internationale, et on voit clairement qu'il est présenté par les autorités et par les prisonniers comme le dirigeant. D'ailleurs, il y a eu, par exemple, en 2005, une décision de le dirigeant du Fatah et du Hamas, Barghouti, et à l'époque, c'était, je crois, Abdallah, je me rappelle ce nom, de Hamas, qui ont décidé de faire une proposition de changement de stratégie vis-à-vis d'Israël. Et cela n'a pas été accepté par le Hamas, qui à l'époque avait kidnappé aux soldats Shalit. Et cette proposition, cet entendement, cet accord entre Fatah et Hamas n'a pas été mis en place. Donc c'est une situation qui est connue d'ailleurs dans les prisons à travers le monde, que la prison n'est pas seulement un endroit pour être dedans pour 5, 10 ou 20 ans, mais aussi une école. C'est ça le problème, surtout quand il y a une communauté, il y a une société où il y a des milliers de prisonniers qui ont un idéal commun, qui ont aussi des intérêts communs, tant matériels, mais aussi idéologiques. Et pour le service pénitentiaire israélien, c'est un gros problème. C'est pas dans l'intérêt, pardon, c'est pas dans l'intérêt. Par exemple, selon l'accord, la Cour suprême en Israël en 2017, chaque prisonnier palestinien aurait dû recevoir un espace de 4,5 mètres au lieu de 3 mètres actuellement. Et cela n'a pas été résolu par Israël, par les autorités. Cette décision a été remise jusqu'à 2027, par exemple. Mais Élie, pardon. De faim dans les prisons. Ça, c'est un danger qui existe depuis toujours, surtout depuis l'exemple des prisonniers irlandais dans les prisons britanniques dans les années 70. Ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël justement de séparer ces terroristes, de ne pas les laisser se regrouper entre eux selon leur organisation d'origine, de les séparer, de les dispatcher un peu partout dans les maisons d'arrêt pour justement qu'ils n'aient pas ce pouvoir qu'ils ont l'impression de détenir? À mon avis, il faut laisser que les organisations soient divisées. Parce qu'autrement, ce sera d'abord ceux qui sont plus extrémistes toujours vont recruter les plus modérés. L'autre problème qui est maintenant sur la table, c'est après l'évasion réussie, de changer l'emplacement des différents leaders et des éléments plus durs des terroristes, changer de prison, changer de département dans la prison. Et cela s'est fait ces dernières semaines, et cela provoque des remous dedans. Et il y a des menaces aussi que si les changements seront trop importants, il y aura la grève de la faim. Et comme je dis, il y a toujours cette sable de Damoclès sur les autorités pénitentiaires qui doivent contrôler. Ils n'ont pas suffisamment de personnel, ils n'ont pas suffisamment de
place pour tous les prisonniers qui arrivent presque chaque jour. Je crois que pendant cette dernière année, où il y en a eu tellement d'incidents et d'attaques qui ont provoqué l'arrestation de nouveaux membres de groupes ou même de jeunes gens qui n'ont pas une affiliation avec l'organisation, mais ils entrent en prison et dans la prison, ils doivent décider avec qui ils convivent, avec qui ils respectent, qui sont les organisations qui mettent leur, disons, si vous voulez, paternalisme sur ces jeunes gens qui entrent dans la prison, tandis qu'il y a là-bas des gens depuis 15-20 ans qui sont des leaders, qui sont des gens qui connaissent la réalité et qui peuvent manœuvrer cette nouvelle troupe, si vous voulez, de nouveaux prisonniers. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'image qu'on avait des terroristes palestiniens dans les prisons israéliennes, dans lesquelles, eh bien, ils circulaient presque toute la journée à l'extérieur de leurs cellules, qu'ils possédaient des télévisions, qu'ils pouvaient regarder en fait n'importe quel match de football et puis ensemble, etc. D'une certaine et qu'ils faisaient des raflottes, comme on dit, avec dans leurs cellules. Est-ce que tout cela a changé? Est-ce qu'il y a eu à l'époque, si je ne m'abuse, de Gilad Ardan qui était le ministre de la Sécurité intérieure, est-ce qu'il y a eu des changements et concrètement aujourd'hui, les conditions de détention des prisonniers palestiniens se sont détériorées par rapport à il y a 5-10 ans? Il y a eu un durcissement après l'évasion. Mais comme pendant les derniers mois, il y avait la possibilité de changement de gouvernement, je crois qu'on n'a pas pris de décision importante. Et maintenant, c'est le nouveau gouvernement et surtout le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, qui menace de prendre des décisions beaucoup plus dures. Cela met en danger, d'ailleurs, la situation dans les prisons. Dans une période où il y a un réjouissement des actions terroristes, on voit par exemple en Cisjordanie que les dernières attaques ont été provoquées par des gens beaucoup plus âgés. 42, 45 ans, ces dernières semaines. Cela, c'est un signe qu'il n'y a pas seulement les jeunes qui sont membres de groupes organisés à Jenin ou à Naplouse, mais aussi des gens qui ont des familles, ont beaucoup d'enfants et sont prêts à faire ce genre d'action. Donc, on est dans une situation de grande tension dans les territoires d'un côté et aussi une grande tension dans les prisons parce qu'ils feront tout le possible, surtout à travers une possible grève de la faim, de ne pas permettre un changement important dans leurs conditions. Il faut dire qu'il y a une très grande densité parce que les prisonniers ont décidé qu'ils ne veulent pas travailler, c'est-à-dire la majorité du temps, ils doivent être dans leur chambre. Il y a quelquefois 30-40 membres d'un groupe dans une chambre et la situation est toujours, disons, si vous voulez, non explosive, mais il y a cette tension que les gardes de prison doivent contrôler, doivent tenir sous contrôle et ne pas laisser cette masse, si vous voulez, de prisonniers de provoquer une explosion. Eh bien, docteur Eli Carmon, merci beaucoup pour nous avoir apporté toutes ces précisions après donc ces déclarations de Karim Younes, ce terroriste qui a purgé 40 ans de prison dans les prisons israéliennes. Et merci de nous avoir précisé ce qui se passait actuellement justement dans ces maisons d'arrêt, à la fois la densité, à la fois on va dire une détérioration des conditions de détention par rapport à ce qu'il y avait il y a de cela quelques années, en nous confirmant donc, comme vous nous l'avez fait, qu'on ne peut plus aujourd'hui passer de licence ou de maîtrise universitaire dans les prisons israéliennes. C'est bien le cas, effectivement. Hein. Heureusement. Heureusement. Oui, heureusement. Merci beaucoup, docteur Eli Carmon, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.